Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau numéro de Marseille en parle. Aujourd'hui, nous accueillons le premier flic de Marseille. Eh oui, premier flic, mais un ancien cheminot. On accueille Yannick Ohanessian. Bonjour Yannick. Bonjour Marc Dadouche. Merci d'être venu. Merci à vous de m'inviter. Alors, on se tutoie dans l'émission. Je tutoie tous mes invités, donc il n'y a pas de gêne à ce niveau-là. Donc Yannick, on va parler de toi. Oui. Tu es adjoint à la maire de Marseille, puisqu'on dit la maire, on ne dit pas le maire, en charge de la tranquillité publique, de la prévention, de la sécurité et de l'espace public. C'est costaud comme délégation quand même. C'est une belle délégation et qui du coup met un poids supplémentaire sur mes épaules, une lourde responsabilité. Évidemment que j'assume, c'est une confiance renouvelée de la maire de Marseille que de me déléguer un certain nombre de ses pouvoirs aujourd'hui liés à l'espace public, à la prévention de la délinquance, à la sécurité, à la tranquillité publique. Et je crois que sur ces sujets-là, Marseille en a bien besoin. En tout cas, c'est une belle marque de confiance. Donc, tu es cheminot, comme je disais, tu as 38 ans et tu es d'origine arménienne. Tes parents ont quitté leur terre après le génocide de 1915 pour trouver refuge à Marseille. Alors, raconte-nous un peu ton histoire. Alors, évidemment, c'est une longue histoire. Il y a eu des populations arméniennes suite au génocide, le premier génocide du XXe siècle, le génocide arménien. Les Arméniens sont devenus quelque part apatrides et ont dû retrouver refuge dans un certain nombre de pays. Aujourd'hui, on retrouve une communauté arménienne, une diaspora arménienne partout dans le monde. Mes grands-parents ont fait le choix de la France et particulièrement de Marseille, avec non loin d'ici le camp Odo qui a accueilli énormément d'Arméniens après le génocide. Et puis ils se sont construits jusqu'à ce que 1921, il y a eu Staline qui est venu opérer dans cette zone qui n'était pas encore véritablement l'Arménie, qui était une grande zone aujourd'hui sous l'ex-URSS, avec, et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que mon papa qui est né lui à Créteil, lui qui avait fait le choix de Créteil, s'est retrouvé quelques années après, suite à la demande à nouveau de Staline, devoir repartir avec mes grands-parents en Arménie, avec un appel qui considérait à venir repeupler, reconstruire l'Arménie historique. Évidemment, c'était un leurre. Ils se sont trouvés dans de grandes difficultés là-bas. Et l'histoire de mon papa est celle de beaucoup d'Arméniens aujourd'hui qui ont dû, à un moment donné, faire le choix de retourner vers la mère patrie, se retrouver dans une situation extrêmement difficile de vie quotidienne, avec, pour la petite histoire, 2 années d'armée en Sibérie, à moins de 30, moins de 40 degrés. Et puis, dès son retour en 69 en France, il s'est retrouvé qu'il a été considéré comme déserteur, puisqu'il était né en France, il est parti en Arménie, et il est revenu ici, et considéré déserteur. On lui a demandé, et on est venu taper à sa porte en lui disant « Monsieur Ohanessian, vous devez retourner faire l'armée ici à Marseille ». Donc il a fait 2 ans d'armée en Sibérie, 1 an d'armée à Marseille. Voilà, c'est des histoires, si vous voulez, qui montrent qu'il y a eu, pour les générations de nos parents, de nos grands-parents, de nos anciens, comme on dit, des épreuves terribles. Alors tu es du 11-12, où justement il y a une forte communauté arménienne. D'ailleurs, il y a même un stade qui s'appelle le Stade Sevan, qui est un lac en Arménie. Donc c'est là-bas que tu as suivi toute ta scolarité et que tu as construit ton engagement associatif et politique. Tu es un militant de la première heure. En tout cas,
On est une fratrie de 4 garçons et on est, depuis notre jeune âge, c'est peut-être la transmission de nos parents aussi, quelque part, ou de nos grands-parents, très attachés au principe d'engagement, s'engager au service des autres. Et c'est sincèrement ce qu'on a fait, les 4 d'ailleurs, avec des voies différentes, des engagements différents, mais toujours avec cette volonté de dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Ce qui m'a conduit, moi, très jeune, à m'engager d'abord dans un milieu associatif. Je n'avais aucune vocation à faire de la politique, mais avec ce principe d'aider les jeunes avec de grandes difficultés scolaires. C'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Et puis, c'est vraiment le hasard de rencontres, de jeunes d'ailleurs, quel que soit le bord politique. J'ai rencontré des jeunes qui étaient engagés politiquement à droite et d'autres à gauche. Il se trouve qu'on m'a invité à venir participer à un certain nombre de réunions à cette époque-là. J'étais jeune, je devais avoir 20 ans. Et puis mon cœur a parlé, mon cœur a choisi, mes convictions aussi quelque part, très personnelles. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis engagé en politique, d'abord dans les jeunesses socialistes, et puis j'ai quelque part gravi tous les échelons ensuite à l'intérieur. Est-ce que ça fait un peu bizarre pour toi, qui est un homme de gauche, aujourd'hui d'être à la tête de la police marseillaise et de la sécurité publique? Alors, absolument pas. D'ailleurs, j'ai même allé plus loin. Je rappelle que tu es toujours cheminot en plus, tu as toujours le statut de... Complètement. Je considère qu'aujourd'hui, les notions de sécurité, les notions de sûreté sont quelque part des notions en réalité de gauche. Permettre à tout un chacun dans un espace, on parle de l'espace public, mais dans un espace de pouvoir vivre dignement, sereinement, de façon apaisée, c'est des notions de gauche. Permettre à chacun de pouvoir circuler en toute tranquillité dans la ville, quel que soit son niveau social, quel que soit là où on habite dans la ville de Marseille. Je rappelle que cette ville est composée de 111 quartiers, de 240 km de superficie. C'est une ville immense en réalité. C'est la seule ville d'ailleurs qui a cette dimension aussi importante par rapport à toutes les grandes villes de France. Et donc non seulement ça ne me gêne pas, mais en plus j'en suis fier. Je suis fier de porter cette responsabilité aujourd'hui. La sécurité n'appartient pas ni à la droite ni à l'extrême droite. Mais complètement. Que l'on fait toujours, très souvent des sujets de campagne. Évidemment, et surtout ne jamais avoir une vision manichéenne de la question de la sécurité, jamais avoir une vision réductrice ou unilatérale. Il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent le bien et de l'autre ceux qui veulent le mal. C'est pas comme ça qu'on construit d'ailleurs une politique publique, et c'est pas comme ça qu'on s'engage sur la question de la sécurité des Marseillaises et des Marseillais. Ce qu'il faut d'abord regarder, c'est tout ce qu'on peut mettre en place et toutes les mesures qu'on va mettre en termes de bon sens. Quel est le bon sens aujourd'hui? Quelle est la vision qu'on veut de la deuxième ville de France? C'est des questions qu'on doit se poser, qui sont sur la table, mais venir en faire de la politique politicienne, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Il y a des besoins énormes aujourd'hui en matière de sécurité dans la ville, il y a des demandes incroyables, les gens sont évidemment saturés d'une situation non seulement insupportable sur le plan sanitaire, puisque nous sommes en pleine crise sanitaire. Ouais, on va en parler. Et il y a évidemment les enjeux de sécurité derrière. Et donc tout ça, il faut prendre évidemment beaucoup de mesures, beaucoup de recul et le faire de façon responsable. Justement, tu as dû voir à la télé, comme tout le monde, les images de l'évacuation des migrants à Paris. Tu en as pensé quoi? C'est horrible. Non, alors là aussi, il faut que cesse toujours cette surenchère sur la question de la sécurité. Et je le dis d'autant plus tranquillement que j'ai écrit un courrier en ce sens au ministre Darmanin, qu'avec Madame la maire, Michèle Rubirola, on a écrit dès la fin août, je crois d'ailleurs, sur ces mêmes problématiques au Premier ministre, à M. Castex. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des situations de vie et des situations humaines dramatiques. Benoît Payan avait dit une phrase que j'avais bien aimée d'ailleurs: quand quelqu'un est en train de se noyer, je ne lui demande pas ses papiers. J'avais trouvé ça énorme. Mais évidemment qu'il a raison. Alors, il y a sur les bancs d'ailleurs du conseil municipal, il y aura toujours des élus qui essaieront de surfer
sur l'occasion pour venir expliquer que c'est scandaleux, c'est incroyable, on n'a pas besoin dans cette période si difficile d'accueillir, et qu'on utilisera on a déjà beaucoup de rocard. On a déjà beaucoup de misère chez nous. Voilà, bon. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En réalité, il n'en est rien. Il y a des situations dramatiques auxquelles il faut que nous fassions face tous ensemble. Et les situations dramatiques, on parle de situations humaines. Mon prochain, quelle que soit sa situation sociale, sa couleur de peau, quelles que soient ses origines, peu importe, j'ai en face de moi un prochain, un homme, une femme, un enfant, un vieillard qui a besoin d'aide, qui a besoin de solidarité. Et les pouvoirs publics ont évidemment une responsabilité immense dans ce qu'on est en train de dire ou de faire. Alors après, on peut venir sur les problèmes de fond. On peut considérer que pendant 10, 15, 20, 30 ans, les pouvoirs publics, tous confondus, État comme collectivité, n'ont pas pris la mesure de ce qui est en train de nous arriver. On peut se poser ces questions-là, mais il faut le faire, encore une fois, avec beaucoup de mesures. Soyons lucides, soyons responsables. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de fermeté d'un côté, parce que cela est nécessaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques de solidarité doivent s'exercer de plein droit, jusqu'au bout. Parce que derrière, encore une fois, il y a des femmes et des hommes qui souffrent. Alors justement, Yannick, pour rester dans l'actualité, hier, le président de la République s'est exprimé sur les nouvelles règles de déconfinement. Tu en penses quoi? Alors, on a justement reçu à plusieurs reprises tous les représentants aujourd'hui des cafetiers, de l'hôtellerie, des restaurants, là aussi qui évoquent avec beaucoup de conviction et beaucoup d'émotion des situations dramatiques, parce que derrière les chefs d'entreprise, il y a la situation économique, mais il y a la situation sociale, il y a... Humaine aussi. Exactement. On a eu des suicides parmi les chefs d'entreprise. Exactement, il y a la question des salariés, la question de... On n'est plus simplement sur des entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte. On est sur des drames humains. C'est ce que tu disais, sur des drames humains. Donc quand le président de la République annonce que dès samedi prochain, on va pouvoir ouvrir un certain nombre de commerces, c'est une bouffée d'oxygène pour tous ces commerçants. Mais quid des restaurants, des bars, des cafés, des hôtels qui, eux, vont devoir rester fermés jusqu'au 20 janvier. Et quand on rentre dans le détail des annonces qui ont été faites sur les aides apportées à ces restaurateurs, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, c'est toujours les restaurateurs, les bars, les hôtels qui doivent faire l'avance de trésorerie. C'est-à-dire que c'est une aide qui peut venir, je dis peu parce qu'ils nous expliquent qu'ils ne l'ont pas toujours. Certaines ont dit qu'ils ne l'ont pas eu. Mais c'est une aide qui vient a posteriori. Et donc c'est à ces commerçants de continuer à faire l'avance de trésorerie. Mais quand vous êtes une entreprise qui arrivait à vivoter avant même la crise sanitaire et que vous vous retrouvez dans cette situation, c'est justement la situation catastrophique. C'est-à-dire, vous allez mettre la clé sous la porte, vous allez devoir annoncer à vos salariés qui étaient déjà en chômage partiel que c'est un chômage définitif. Et combien vont se retrouver demain au chômage? Combien de femmes et d'hommes qui travaillent aujourd'hui? Et la conséquence aussi sur tous les services qui sont autour des commerces, qui travaillent aujourd'hui. Les fournisseurs, tous ceux qui viennent apporter et alimenter tout ce qui existe aujourd'hui dans un restaurant, dans un bar, les discothèques, fermées depuis 8 mois. Donc, il y a des drames humains auxquels je trouve que franchement, on ne répond pas aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose... Mais du coup, Yannick, ça te met en porte-à-faux, toi, l'adjoint au maire à la sécurité, puisque tu vas devoir peut-être verbaliser s'il y en a qui outrepassent les règles, et quelque part, tu vas à l'encontre de ce que toi-même tu trouves injuste. J'y viens, mais il y a autre chose, c'est que ce gouvernement a donné le sentiment qu'il voulait à un moment donné opposer ou mettre côte à côte les questions de santé et les questions économiques. Moi, je considère qu'il ne faut jamais opposer les questions de santé et les questions économiques. Que si on avait un gouvernement qui avait pris la mesure de l'état de l'hôpital public, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Déjà. Et effectivement, on se retrouve dans une situation où on a des saturations de lits en réa. C'est une réalité. J'ai eu l'occasion d'aller, moi, visiter un certain nombre d'hôpitaux aujourd'hui. C'est une réalité.
Mais on parle à un moment donné des personnels hospitaliers. Alors, justement, à ce sujet, Yannick, tu penses quoi, toi, de la fronde anti-professeur Raoult qui a... alors, certains mettent ça sur le parisianisme, d'autres non. Toi, tu en penses quoi du professeur Raoult, justement? Est-ce que tu penses que... Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, et je ne botte pas en touche, hein, je peux très largement parler sans aucune difficulté du professeur Raoult. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une situation qui doit être vue, voire dénoncée par tous, c'est la situation de l'hôpital public en France. Nous, on était encore en confinement, dans le premier confinement, Mois de mars, et donc on n'avait plus de perspective de savoir à quel moment on allait engager le deuxième tour des élections municipales. Et alors qu'on était chacune et chacun chez soi, nous les têtes de liste du printemps marseillais, on organisait comme tous les autres des visios pour aborder la situation de la crise que nous étions en train de traverser. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le Covid au printemps par rapport à... Comment tu l'expliques? Je ne sais pas l'expliquer. C'est vrai, j'ai cru comprendre. Tu confirmes quand même. J'ai cru comprendre en tout cas que sur mon secteur, mes opposants politiques avaient pas mal distribué de bonbons pendant la campagne électorale, mais je ne sais pas si ceci explique cela. On va en parler. Des bonbons là. Ce qui est certain, c'est que nous, on était extrêmement attachés à la question de l'hôpital public et on avait fait des demandes, à la fois au maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, à la fois à la PHM, et puis on avait interpellé l'État en disant aider l'hôpital public. C'est primordial dans la période. On l'a fait 6 mois avant. Tu pourras me dire, oui, en 6 mois, on n'aurait pas pu reconstruire l'hôpital public. C'est 30 ans en arrière de manquement à l'égard de l'hôpital public. Mais enfin, 6 mois avant, le deuxième tour. Et puis ensuite, il y a le deuxième tour. Et puis ensuite, aujourd'hui, on est au mois de novembre. Donc il s'est pratiquement passé 8, 9, 10 mois. En 8, 9, 10 mois, quels ont été les moyens alloués supplémentaires à l'hôpital public pour pouvoir subvenir aux nombreuses demandes de gens qui venaient intégrer soit les lits d'hospitalisation, soit les lits de réa. Et donc il y a un vrai sujet qui est sur la table aujourd'hui, y compris sur la dette de la PHM. Clairement, l'État n'aide pas assez Marseille au niveau des hôpitaux. En tout cas, moi, j'en profite d'ailleurs de cette émission et merci. Je t'en prie. C'est un appel que je lance à nouveau, je dis bien à nouveau parce que je l'ai déjà fait. Que ce soit évidemment pour faire face à la crise sanitaire, sur la question des hôpitaux publics, mais également sur la question de la sécurité, et on pourra en parler. Je fais un appel à M. Castex, comme à M. Darmanin. Nous sommes la deuxième ville de France. Ça ne fait pas de nous des gens prioritaires sur les autres, mais la deuxième ville de France. On a des besoins, tout le monde le dit aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le dit. Surtout qu'on en a beaucoup qui viennent se faire soigner à Marseille. Évidemment, et on a des besoins primordiaux dans cette ville. À la fois sur les hôpitaux, à la fois sur la question de la sécurité, sur les agents qui pourraient demain venir occuper la voie publique. Je parle de la police nationale. Nous, on a pris des engagements, municipalité sur la police municipale. Mais que fait l'État? Quand on voit à ciel ouvert aujourd'hui des gens qui s'organisent dans un certain nombre de quartiers, d'ailleurs pas que les quartiers nord, pas que les quartiers nord, quand à ciel ouvert ils s'organisent pour filtrer les entrées et les sorties des cités, liées au trafic de stupes, liées à la bataille de territoire qui se joue à Marseille, il est où l'État? Alors on fait des grandes annonces, et puis on explique qu'on va sévèrement punir les consommateurs de cannabis, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 200 € pour les récidivistes. Très bien, mais à quel moment on règle le problème sur le fond? Sur le fond, à quel moment on se pose la question de quid de la situation? Est-ce qu'on n'a pas besoin de mener une réflexion globale avec tous les acteurs, État, collectivités, tous ensemble, pour dire on voit bien qu'on n'arrive pas à enrayer cette machine qui tourne depuis des années. Le préfet a été limogé tout à l'heure, je pense que tu es au courant. Un commentaire ou... Je ne sais pas si c'est limogé le terme, je sais qu'on l'a remercié. Remercié, oui. Et puis que visiblement une nouvelle préfète devrait venir reprendre ses fonctions en lieu et place de M. Emmanuel Barbe. En tout cas, moi, pour ces quelques mois de travail, j'ai eu l'occasion d'avoir un préfet à l'écoute, qui avait envie à ce qu'on puisse... Il n'a pas fait de vieux os à Marseille quand même, Yannick. Je crois qu'il a fait 9 mois. 9 mois, c'est pas énorme pour un préfet. On se retrouve
dans un instant pour la deuxième partie de Marseille en parle. Deuxième partie de Marseille en parle avec notre invité Yannick Ohanessian. Alors Yannick, on va parler du 11-12, ton fief. Eh oui, tu es né, tu as grandi, tu as travaillé et tu as été candidat et tu es élu. Alors, vous avez posé avec le Printemps Marseillais un recours dans le 11-12. Ça en est où? Alors, déjà dire que j'ai un attachement tout particulier pour les quartiers des 11e et 12e arrondissements, pour les quartiers est de la ville comme on dit. On peut dire que tu es un mec des quartiers sud-est. Des quartiers sud-est, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est certain, j'y ai évidemment, tu as raison, j'y suis né, mais j'y ai surtout fait toute ma scolarité, du moins pour l'école maternelle, l'école primaire. J'y ai fait tout mon parcours associatif également. Et donc c'était assez naturellement d'ailleurs, que du coup je m'engageais en politique sur ces quartiers, et il y a tant de choses à faire. Sur la question du recours, bon, très clairement, nous avons posé avec l'ensemble des élus du Printemps Marseillais des 11e et 12e arrondissements un recours devant le tribunal administratif, mais également on a déposé plainte contre X devant le tribunal judiciaire. Les raisons sont très simples qui nous ont conduit à poser ce recours. Nous avons, l'intime conviction que tout ce qui a été entrepris dans cette campagne électorale sur les 11e et 12e arrondissements, sur le 6e secteur de la ville, a mis en cause la sincérité du scrutin, pour le premier tour comme pour le second tour. Et même s'il ne m'appartient pas de commenter une situation de justice en cours, par contre c'est certain que moi j'ai vécu des choses et qui m'ont terriblement meurtri pendant la campagne électorale. J'ai vécu beaucoup de violence, j'ai vécu beaucoup d'insultes, mais aussi, on a vécu énormément de situations qui nous semblent troubles, nous, élus du Printemps Marseillais, à la fois pour le premier tour, à la fois sur le second tour, liés à ces fameux épisodes de procuration qui ont été dévoilés par la presse d'ailleurs. Justement, Yannick, parlons-en. Même si tu ne peux pas commenter des décisions de justice, chose que je peux comprendre, il y a quand même des faits, il y a quand même eu des reportages, je crois que c'est France 2, de personnes qui ont des parents dans des EHPAD et qui disent qu'à aucun moment ils ont donné procuration. Tu comprends que ça peut choquer. Terrifiant. Tu as eu des mots quand même assez forts là-dessus. Oui, parce que... des gens qui disaient eux-mêmes, mais mon père il ne peut pas voter, il perd la tête. La bataille politique ne permet pas tout. Ça donne une mauvaise image de la politique? Alors, non seulement, finalement, évidemment, ça donne une mauvaise image, et donc, quelque part, les gens nous mettent tous dans le même sac, la classe politique de manière générale, mais au-delà de ça, si je mets la politique et la bataille électorale de côté, humainement, le jour où j'apprends ça, comme la France entière, hein, puisque c'était France 2 quand même, hein, et dans la continuité, le journal Marianne, je crois, si je me souviens bien. Mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ça pourrait être mon grand-père, ça pourrait être un membre de ma famille, qu'on est allé usurper l'identité de ces personnes pour les amener voter. Mais où on va? Sérieusement, mais où on va? C'est ça la politique. Mais moi, très sincèrement, je ne me suis jamais engagé pour ça. Sincèrement, jamais de la vie, je me suis engagé pour ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu te sens lésé, toi qui étais le principal adversaire du maire sortant? Honnêtement, je pense avoir suffisamment, aujourd'hui, si je m'engage en politique, il faut, allez, je vais vous dire, avoir les reins solides, il faut avoir le cuir suffisamment dur pour tenir en politique. Donc, c'est pas grave, c'est pas ma personne qui compte. Moi, je sais ce que j'ai subi. Non, mais quand je dis toi, c'est ton parti, tes militants, bien sûr. Les gens qui croient en toi, ton électorat. C'est les administrés qui m'intéressent. Ouais. C'est les électeurs, c'est les administrés. C'est eux qu'on a floués. C'est eux, quand je me retrouve en situation de premier tour, dans les bureaux de vote,
et avoir la multiplication de procurations sur photocopie mal faites comme ça, arriver sur les bureaux de vote, je vois des choses. Alors, il y a une vidéo de nos amis de Mars Actu où on voit Julien Ravier, clairement, on le dit, mettre la pression à un président de bureau de vote. Tu en penses quoi? J'ai vu cette vidéo, Ouais. j'en ai vu d'autres, j'ai vu beaucoup de choses. Et en réel d'ailleurs aussi, puisque j'ai fait le tour des bureaux de vote. Donc moi j'ai vu tout ça. Encore une fois, je ne commenterai rien concernant Julien Ravier. Moi aujourd'hui, dans ton émission, Omar. Non, c'est pas Julien Ravier lui-même, Bien contre sûr. qui j'ai Non, rien non, absolument non, contre. mais je sais, ni Mais toi, ni la moi. situation en elle-même, est-ce que c'est normal? Moi, On parle beaucoup d'abstention. Est-ce que tu penses que par exemple ce genre de situation, tu sais, ça favorise pas les gens à ne pas voter? Omar, tu sais, on a vécu quelque part du mois de mars jusqu'au mois de juin, mars, avril, mai, juin, on a vécu 4 mois entre le premier tour et le second tour, sans compter la campagne électorale qui a précédé. Je te laisse imaginer la difficulté, humainement je parle, pour nous, que de prendre la décision d'aller devant les tribunaux. C'est très difficile, hein. C'est pas chose simple. Je suis pas un va-t-en-guerre, moi, qui considère qu'à un moment. Mais est-ce que tu considères aujourd'hui qu'on t'a volé cette élection? Ah, moi, je considère que les électeurs des 11e et 12e arrondissements ont été volés. Clairement. Tu as bon espoir que l'élection soit refaite? Écoute, nous, oui, nous pensons qu'on est venu avec des éléments très factuels d'ailleurs, très factuels, qu'on a mis sur le bureau du tribunal administratif. On a fait la même chose à côté pour le volet judiciaire. Maintenant, c'est dans les mains de la justice. On attend, mais on attend de façon plutôt confiante. L'issue des conclusions du tribunal administratif, nous considérons que un certain nombre d'éléments aujourd'hui ont rendu insincère le scrutin, à la fois du premier tour et du deuxième tour, et qu'à ce titre, il est préférable de réorganiser une nouvelle élection. Et d'ailleurs, je précise que nous n'avons pas été les seuls, le printemps marseillais, à déposer un recours. Je crois qu'il y a Robert Assante aussi. Et qu'il y a Robert Assante, et il y avait le candidat François de Cambière et monsieur Pascal Chamassian. Donc, quasi la totalité des candidats du premier tour ont déposé un recours. Bon, je ne crois pas que ce soit par le Saint-Esprit que tous, et spécifiquement sur ce secteur, aient eu envie à un moment donné de déposer des recours. Déposer un recours, ça engage la responsabilité de chacune et de chacun. Bon, donc nous, en tout cas, on l'a fait avec responsabilité. Ça n'a pas été chose simple, vraiment, de prendre cette décision. On s'est concerté, on en a beaucoup discuté, y compris avec les avocats. Je ne voulais pas partir comme ça, encore une fois, va-t-en-guerre, oui, on dépose. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais on avait suffisamment d'éléments à remettre dans les mains de la justice, et c'est ce que nous avons fait. Et puis tu gagnais le 11 août, c'était plié, la mairie de Marseille, c'était terminé. En tout cas, on a quand même, le 4 juillet dernier, gagné la ville de Marseille avec Michel Rivola. Alors, belle transition, on va en parler. Le printemps marseillais. Alors, au début de la campagne, on parlait de Martine Bassal, que c'était un bulldozer, qu'elle avait la métropole, le département, personne ne la voyait perdre, et puis, vous avez gagné. Est-ce qu'on peut parler d'une remontada du printemps marseillais? Je ne sais pas si c'est une remontada, mais... C'était pas évident au début, Yannick. Ah non, mais absolument pas. Pas d'entente avec les écolos, pas d'entente avec Samia Ghali. C'était tellement pas évident que nous-mêmes, on en est passé en amont de l'élection par des histoires complètement folles, en interne. Construire le rassemblement. Tu as toujours cru, depuis le début, tout le temps? Toujours. Tu n'as jamais douté? Toujours. On est sorti de la séquence, à titre personnel, on est sorti de la séquence de l'élection présidentielle, 2017, hein. Dès 2018, je n'avais qu'un seul objectif, me concernant en tout cas, c'est créer les conditions d'un large rassemblement citoyen et politique qui nous permettent d'aller à l'élection municipale. Et si ça peut servir, pour exemple, demain au niveau national... Vous avez été cité en exemple. Certains vous ont cité pour un rassemblement de la gauche à l'échelon national. Et il fallait passer du côté incantatoire des paroles aux actes. Et ça n'a pas été toujours facile. Mettre des personnes qui ne pensent pas forcément toujours pareil, et tant mieux, hein, ça crée du débat, ça crée de l'intelligence collective, comme on dit aujourd'hui. C'est pas simple, mais il fallait en passer par là. Ce troisième tour, j'y étais, c'était
C'était mémorable. Hein. C'est un des plus beaux moments, je peux le dire, de ma vie politique, militante. C'est un moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut dire que comme dans un match de foot, parce que tu sais que je suis très foot, oui. Ça s'est joué dans le temps additionnel ou pas? Ah, ça s'est joué dans le temps additionnel, mais comme dans un match de foot, il y a forcément à un moment donné un entraîneur et des joueurs qui établissent des plans, la manière dont on va s'organiser sur le terrain. Ben là, c'était la même chose, mais avec évidemment toujours cette incertitude jusqu'au bout de la manière dont on allait sortir par le haut de tout ça. Évidemment, il y avait le risque d'un rassemblement national, au portes de la ville aussi. Tu penses qu'ils auraient pu gagner le front? Ça passait forcément par des accords avec le camp des Républicains, avec le camp de Martine Bassal. Bon, je ne sais pas s'ils ont eu cette discussion ou pas, moi j'en sais rien, ça a été dit. Néanmoins, nous, ce qui nous intéressait ce jour-là, je m'en souviens très bien, on était concentrés sur un seul objectif, c'était l'élection de Michel Rubirola dans l'hémicycle, évidemment. Et je rappelle que pendant des années, dans cette ville de Marseille, à chaque fois qu'on retrouvait des manifestations devant la mairie, c'était des manifestations en contre. On venait toujours manifester, et les gens venaient manifester contre la mairie. C'était la première fois depuis très longtemps où on voyait une liesse populaire devant les portes de la mairie. Ah, j'y étais, c'était impressionnant. Et c'était des gens qui venaient en pour, c'est-à-dire on veut qu'il y ait du changement, on veut que ce soit Michel Rubirola. Et donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et tu penses que c'est une adhésion à un projet ou c'est un dégagisme de l'équipe Gaudin et de ce qu'on appelait les bébés Gaudin, selon toi? Je pense que c'est un tout. Il y avait évidemment une fin de règne du maire Jean-Claude Gaudin, avec le terrible drame de la rue d'Aubagne, qui est venu rappeler à quel point il y avait une forme d'incurie générale qui s'était organisée dans cette mairie depuis des années. Que vous avez rebaptisé Place du 5 novembre. Exactement. Il y a 2 jours. Exactement. Et donc, que ce soit sur la question des écoles, sur la question du logement, sur la question de l'administration en général de la ville de Marseille, il y avait un essoufflement, il y avait plus d'envie, il y avait même une forme d'incompétence, et j'ose les mots, qui s'était organisée. Et quand nous, aujourd'hui, on arrive à la tête de la ville, qu'on discute avec les services et qu'on creuse un petit peu dans chaque service, on se rend compte de l'état. Il faut bien mesurer ça, l'état dans lequel on trouve la ville, nous, en arrivant tout de suite en prise de fonction dans nos délégations respectives. Il y a un audit qui a été fait, Yannick? Il y a un audit qui est en train de s'organiser, notamment sur les comptes de la ville, sur la question également du logement, sur la question des écoles. Bref, je pense qu'il y avait vraiment une envie profonde de changement, vraiment, et que de toute façon, laisser la vie dans laquelle on était aurait été très compliqué pour la suite, vraiment. Et donc, le fait que Jean-Claude Gaudin s'en aille, le fait que l'icône aujourd'hui, parce que ça restait une icône pour beaucoup de Marseillais, 24 ans au pouvoir de Marseille. Avec la rue d'Aubagne, il sort par la petite porte, tu penses, Jean-Claude Gaudin? Quand même, c'était incroyable. Au cœur de la ville, comme ça, dans la deuxième ville de France, se réveiller un beau matin, découvrir que des immeubles s'effondrent. C'est terrifiant, c'est terrible. Des gens à qui on est venu taper aux portes pour leur dire de sortir de chez eux, qu'ils avaient tout juste 10-15 minutes pour prendre quelques effets personnels et sortir et partir. On a laissé 2000 personnes comme ça pendant plus d'1 an à errer d'hôtel en hôtel. Il y a, là aussi derrière, il y a des gamins à qui on a demandé de changer d'école. Enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup d'amis politiques à toi qui ont dit que pendant 25 ans, on a fait beaucoup plus pour Marseille, mais pas pour les Marseillais, qu'on a fait pour la carte postale. Tu en penses quoi? C'est toute une question de priorité et de méthode. Toujours. Et je le dis depuis qu'on est élu. Ce qu'on a voulu mettre en exergue et en évidence, c'est qu'on pouvait et on devait changer de méthode de gouvernance. Dans la gouvernance, et d'ailleurs, tu le vois bien, hein, aujourd'hui on a une maire qui est plus collégiale dans sa façon d'aborder les sujets, qui fait plus confiance à ses adjoints. Donc on arrête de travailler dans nos couloirs respectifs, dans nos silos, là, et on travaille conjointement en transversalité, et la maire fait toute confiance à ses adjoints aujourd'hui, et notamment à son premier adjoint. Et puis au-delà de la méthode de gouvernance, après il y avait les priorités. Et nous, on assume nos priorités. Et notre priorité, c'est les Marseillaises et les Marseillais, quel que soit leur lieu d'habitation. Avec une équipe très rajeunie. Alors,
Yannick, on va parler de tes premières mesures, puisque tu es élu que depuis quelques mois. Ça fait quoi, même pas 6 mois encore? Non, Même pas. Et tu as fait pas mal de choses, tu es quand même très actif. Donc tu as interdit le protoxyde d'azote sur la voie publique et la vente aux mineurs, puisque c'est impressionnant tout ce qu'on voit dans les trottoirs. Hein. C'est un truc de fou. On en voit autant que les mégots. Oui, c'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau, là aussi, qui répond à... C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui se shootent à l'azote. Ah oui. C'est incroyable. Ah oui, alors, en plus j'ai pris mes fonctions dans une période estivale particulière, où on a eu cette année tous les touristes de France et de Navarre, j'allais dire, mais surtout de France, qui ont fait le choix de venir à Marseille. Qui nous a amené un peu du Covid dessus, hein, un petit peu. On pourrait en parler, évidemment, on pourrait beaucoup en parler, mais qui nous a créé beaucoup de soucis, que ce soit sur le littoral, sur nos plages, dans la ville d'ailleurs, et avec ce fléau évidemment qui est le protoxyde d'azote. Et là aussi, la société dans son ensemble devrait s'interroger sur les mal profonds aujourd'hui de cette jeunesse qui en vient à finalement utiliser ce protoxyde d'azote pour trouver des petits moments comme ça. C'est terrible ce que je veux dire, mais pour eux en tout cas des petits moments de plaisir en fait, pour eux, alors que c'est des drames. C'est des drames que de laisser notre jeunesse utiliser ce protoxyde qui fait énormément de mal. Donc non seulement j'ai pris l'interdiction, mais en plus je me suis engagé sur la voie de la prévention avec de la formation de médiateurs qui vont intervenir dans les milieux scolaires pour prévenir de la dangerosité de ce produit. Et donc ça c'est important de le dire, il faut toujours les deux volets. Bien sûr. Voilà, il y a la répression, mais il faut que ça s'accompagne toujours de prévention. Le cannabis, Yannick, oui. On dépénalise ou pas? Toi tu en penses quoi? Moi, j'aurai des propositions là-dessus prochainement que je ferai d'abord évidemment à Madame la maire, mais que je veux ensuite mettre sur la table dans le débat public, mais sereinement, et y compris vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Alors, il y a aussi l'embauche de 100 policiers municipaux supplémentaires d'ici 2021. C'est acté, c'est validé? Alors, non seulement c'est acté, on est en train de regarder pour que ça se fasse par la voie d'un concours. Ville de Marseille. Ça portera à combien le nombre de policiers municipaux à peu près? C'est compliqué à dire, compliqué. Non, c'est que en fait on a 428 policiers municipaux aujourd'hui. Mais sur 428, il faut retenir une réalité qui est celle de ceux qui occupent la voie publique. Sur 428, si on lève tous ceux qui occupent des fonctions support, ceux qui sont derrière le centre de supervision urbaine, c'est-à-dire les caméras, etc., on sait qu'on doit se retrouver à peu près à 260, 280. Toi, tu veux plus de policiers sur le terrain? Les 100 policiers municipaux. C'est que sur le terrain. Viendront à 100% sur le terrain. Pas planqués dans les bureaux, en train de... 100% sur le terrain, avec trois objectifs. Un, répondre davantage, de façon plus efficace à la question du stationnement anarchique dans la ville. Je l'ai déjà dit, c'est un fléau. Vraiment, les gens n'en peuvent plus, et que ce soit dans le centre ou l'hypercentre, mais même dans les quartiers périphériques aujourd'hui. On a une fâcheuse tendance, nous les Marseillais, et je me mets dans le lot, mais parce qu'il n'y a pas d'offre de stationnement supplémentaire, parce que les parkings sont chers, parce que bref... Les parkings sont chers, Yannick, certains. J'ai mangé au restaurant, j'en ai eu pour 6 € pour 2 heures. C'est trop, il faut faire quelque chose, non? Alors, les parkings en surface relèvent de la ville de Marseille. Les places de stationnement en surface relèvent de la ville de Marseille. Ce sont les tarifs les moins chers de France. Par contre, tous les parkings souterrains, à l'exception de quelques-uns qui sont des parkings totalement privés, relèvent de la métropole. Celui Général de Gaulle, je l'ai pris dernièrement. Mon objectif à moi... Si on veut faire travailler les commerçants, Yannick, évidemment, il faut qu'il y ait les places de stationnement moins chères. Évidemment. Sinon, il y a du stationnement anarchique. Mon objectif à moi, c'est de trouver un accord avec Madame Bassal et lui dire que, en fait, il faut inverser la tendance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des parkings relativement moins chers sur les souterrains pour que ça devienne des parkings de longue durée, et qu'on passe plutôt sur des options de courte durée sur le surfacique. Pourquoi? Parce que en surface, je jette ma voiture, j'ai besoin de faire une course, de prendre un quart d'heure, 20 minutes, allez, 45 minutes. Bon, pourquoi pas? Mais je suis sur du stationnement en presque 10 minutes. Et l'objectif, pour que ça marche, c'est qu'il faut des tarifs préférentiels et attractifs en souterrain pour inciter les gens à regagner les parkings souterrains. Tout le monde se jette aujourd'hui sur les places le stationnement en surface, mais il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Alors Yannick, parce qu'on a un ordre du jour très chargé avec toi, c'est très intéressant.
Les caméras, il en faut en plus ou c'est bon? Les caméras, j'ai dit pareil, moratoire. Ça veut dire quoi moratoire? Ça veut dire... C'est efficace ces caméras, Yannick? On arrête de faire les dogmatiques là-dessus, ni d'un côté comme de l'autre. On arrête de faire les dogmatiques. Moratoire, ça veut dire quoi? Très simplement, on va regarder à date ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, le coût-bénéfice, la pertinence de l'implantation. Il y a des caméras qui ont une vraie pertinence aujourd'hui dans la manière dont elles sont mises en place. Elles aident la police municipale, elles aident la police nationale, elles aident quelque part a posteriori à régler un certain nombre d'affaires, à faire du visionnage et de regarder. Il y a d'autres caméras, excuse-moi de te le dire Omar, mais j'en profite, je le dis, vas-y, je t'en prie, qui ont été installées à un moment donné juste pour quelque part faire plaisir ou faire valoir électoralement un certain nombre de maires de secteur. Voilà. Et ça, ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est plus possible. Donc si demain... Tu vas y remédier. Bien sûr. Si demain on a des demandes d'installer des caméras autour des écoles, parce qu'on a besoin de protéger les abords de des écoles pour nos gamins, etc., j'ai pas de sujet, moi. J'ai pas de sujet. Il faut juste retenir un chiffre. La vidéoprotection dans la ville coûte 7 millions d'euros en maintenance chaque année à la ville de Marseille. C'est 7 millions d'euros de deniers publics. C'est 7 millions d'euros qui sortent de la poche des Marseillaises et des Marseillais. Que tout le monde en ait bien conscience. Nous, on a préféré dire moratoire sur la vidéo, mais on s'engage sur l'embauche de 100 policiers municipaux qui vont venir assurer la sécurité publique à Marseille. Alors, je continue sur tes mesures. L'ouverture d'une maison de la justice et du droit en collaboration avec les collectivités locales. Acté? Acté. Une maison de justice et du droit qui devrait ouvrir ses portes dans le courant du mois de janvier, à condition que, évidemment, les conditions sanitaires soient réunies. Une MJD qui, évidemment, était très attendue à Marseille. Alors, ça consiste en quoi, clairement, en fait? Déjà, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il y aura, au sein de la MJD, tout type, aujourd'hui, de professions qui vont exercer gratuitement au profit des Marseillaises et des Marseillais. Tu as besoin d'un huissier pour discuter avec un huissier, tu as besoin d'un conciliateur de justice, tu as besoin d'un avocat, mais tu as besoin également d'une association qui œuvre en faveur du droit des femmes lié aux violences conjugales, tout type il y a 21 professions ou associations qui œuvreront à l'intérieur de la MJD gratuitement pour venir en aide aux Marseillaises et aux Marseillais. Alors, tu es pour aussi la territorialisation des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD. Oui, très important, le CLSPD, Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Jusqu'ici, ma prédécesseur avait mis un certain nombre de choses en place à l'échelle de la ville. Moi, j'estime qu'il faut gagner en proximité. Pour gagner en proximité, il faut s'appuyer sur les maires de secteur. Et je précise au passage, je serai le seul à le faire, puisque il y a une fâcheuse tendance en politique, c'est que dès qu'on a les pouvoirs, on ne veut surtout pas le partager. Non seulement moi, je vais le partager avec nos homologues dans les mairies de secteur, ceux qui sont adjoints de secteurs liés à la tranquillité publique ou à la sécurité, mais en plus, quelle que soit leur couleur politique. Y compris donc les maires d'opposition. Quelle que soit leur couleur politique. Tu travailles avec tout le monde. Exactement. Et je vais leur donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance dans les mairies de secteur. Et eux-mêmes vont pouvoir réunir autour de la table tous les acteurs locaux. CIQ, structures associatives, opérateurs de transport, tous ceux qui œuvrent aujourd'hui pour la tranquillité publique dans le secteur, ils auront le pouvoir, si je peux dire ainsi, de pouvoir les réunir et discuter avec eux et de faire remonter toutes les problématiques qui sont rencontrées. Alors cet été, il y a eu le sujet dont on a beaucoup entendu parler, la plage des Catalans. Toi, en tant qu'adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, tu en tires quel bilan, quelle conclusion? Là aussi... Parce que là, on a tout entendu, Yannick. Les riverains, on n'est pas contents, mais finalement, ça s'est bien passé. Évidemment que ça s'est bien passé. D'abord, on est arrivé dans une période, je l'ai dit, compliquée cet été. On a voulu mettre en place l'été marseillais. L'été marseillais, c'était très simple. C'était justement, dans cette période de crise sanitaire que nous venions de traverser, de pouvoir permettre aux Marseillais de profiter à la fois des équipements, à la fois des espaces, à la fois des parcs et jardins, à la fois des piscines et à la fois des plages, et dans des amplitudes horaires plus grandes. Dans le cadre de cet été marseillais, on a dit on va réouvrir la plage des Catalans. Je rappelle qu'il est strictement interdit de fermer une plage, c'est du domaine public. Le maire de Marseille l'avait fait avant, parce qu'on est sur une plage dite urbaine, on est au cœur de la ville.
et qu'il y avait certainement une forte demande des riverains. Mais toutes les plages sont ouvertes, Yannick. Toutes Le les Prado, la Pointe Rouge. Toutes les plages. Moi, j'ai toujours vu des gens le soir pique-niquer. Pour rassurer les riverains, Ouais. on a mis en place un dispositif de sécurité aux abords de la plage. En disant on ouvre cette plage pour commencer jusqu'à 22h en semaine, et une fois par semaine le samedi soir jusqu'au dimanche, ouvert toute la nuit. Évidemment, je comprends, hein, on a fait changer les habitudes. Dès qu'on veut changer les habitudes, ça crée beaucoup de tensions. Mais en fait, Yannick, concrètement, ça gêne qui? Les gens qui habitent en face. Alors, pour m'en rendre compte, je suis allé sur place, et à plusieurs reprises. Et ce que j'ai surtout relevé, c'est qu'en fait, c'est le passage des véhicules et des deux roues non-stop de 19h jusqu'à minuit qui faisait finalement plus de bruit, plus de nuisance que ce qui s'y passait sur la plage. La plage, on a effectivement des familles, des jeunes qui peuvent venir, des fois dépasser les limites dans le bruit. On joue au ballon, on crie très fort, bon, pourquoi pas. On a eu quelques incidents plus importants où la police municipale est intervenue, mais pas plus Que d'habitude. que sur les autres plages de la ville. Pas plus. Par rapport à la crise sanitaire, comment on gère quand on est adjoint au maire cette période qui est inhabituelle? Quand on a ta délégation, où il y a beaucoup d'interdits, il y a des contraventions qui sont dressées, 135 €. Comment on arrive à faire de la prévention sans toutefois taper alors qu'on sait que c'est une période où quand même C'est une période facile pour personne. compliquée, ouais. Non, c'est une période vraiment facile pour personne. Et de la même façon, y compris pour moi, en étant adjoint à la maire de Marseille, je suis aussi citoyen de cette ville, père de famille, et je vis les mêmes difficultés que l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Donc comment on fait? On s'appuie d'abord sur tous les acteurs locaux qui ont l'expertise, la connaissance, l'expérience de ce qu'ils vivent au quotidien. Quand je mets en place les brigades anti-Covid, qui nécessitaient de réunir les personnels des services commerce, emplacement et police municipale pour aller à la rencontre des commerçants, je ne le fais pas dans une visée de venir taper sur les commerçants, ça n'a pas de sens. Je le fais, je pense humblement avec une forme d'intelligence, c'est-à-dire on va aller à leur rencontre, mais pour essayer de voir s'ils ont besoin davantage de notre aide, nous, ville de Marseille. Donc on y va avec potentiellement un apport de masques, de gel hydroalcoolique, de venir voir s'ils respectaient la charte. Tu es plus dans l'accompagnement que dans la sanction. Évidemment. Clairement. Et dans la période, pour faire simple, on a eu le temps de le faire uniquement sur 10 jours parce qu'après le président venait d'annoncer le confinement. Mais sur 10 jours, on a à peu près fait 400 commerçants. Sur 400 commerçants, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça qui ne respectaient pas en réalité les consignes sanitaires. Pour ceux qui ne les respectaient pas et qui ne respectaient vraiment pas, là il y a eu répression. Évidemment qu'il y a eu répression. Parce que pour le coup, quand je parle de ça, on parle du mois d'octobre. Donc ça faisait 6 mois qu'on était tous bien au courant de ce qui se tramait autour de nous. Bon. Celui qui respecte rien là, c'est qu'il n'a pas envie de respecter, il ne joue pas le jeu, vraiment. Par contre, pour tous les autres, lorsqu'il s'agissait de faire des ajustements, on leur a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup. On leur a même demandé d'avoir un cahier d'émargement pour remplir les noms de ceux qui venaient. Oui. Bon. Ça se faisait dans beaucoup de commerces. Donc voilà, donc un peu de bon sens dans cette période. On n'est pas là pour, excusez-moi le terme, emmerder les gens de travailler, certainement pas. On était là juste pour faire respecter un certain nombre de critères qui étaient dans la charte en fait. Qu'ils ont tous plus ou moins respecté d'ailleurs. Alors on arrive au terme de cette émission, passionnante, on aurait pu parler encore des heures. Une dernière question Yannick avant de conclure cette émission. Les législatives de 2022, est-ce que tu penses à Thorazan le matin? Non, pour le moment je suis concentré vraiment sur ma mission d'adjoint à la maire. J'ai déjà beaucoup de travail et je pense que chaque chose en son temps. Pour le moment, c'est la ville de Marseille qui m'intéresse plus que tout, vraiment. Et justement, la ville de Marseille, on va faire de la politique fiction. Le recours va au bout, l'élection est rejouée. Tu es élu maire. Qu'est-ce qui se passe? Yannick Oanessian, maire du 11-12. J'ai aucun mal à aborder ce sujet. Très simplement, c'est une question qui se posera le moment venu avec la maire, le premier adjoint et l'ensemble de mes collègues. Aujourd'hui, je suis engagé sur une mission. J'ai envie de la mener jusqu'au bout. À date, on verra bien ce qu'il en ressortira de ce recours, comme tu dis, de cette nouvelle élection ou pas.
et on se posera les bonnes questions à ce moment précis. C'est une éventualité, Yannick. Bien sûr, et je poserai même la question, de manière complètement transparente d'ailleurs, aux administrés des 11e et 12e arrondissements. Est-ce que demain, je continue à mener jusqu'au bout la mission qu'il amène aujourd'hui en tant qu'adjoint à la maire? Est-ce que j'aurai un autre rôle à la tête de la mairie des 11e et 12e arrondissements? La question se posera dans ces temps impartis. Pour le moment, on n'en est pas là. Et j'ai à la fois, comme tu l'as si bien dit, une crise sanitaire à surmonter. Et je sais qu'elle est difficile pour beaucoup d'administrés, beaucoup de commerçants aujourd'hui qui souffrent, vraiment qui souffrent. Et à la fois des enjeux de sécurité qui sont devant nous et auxquels il va falloir répondre rapidement. Merci Yannick. Merci Omar. À bientôt. À bientôt. Voilà, cette émission arrive à son terme. On se retrouve dans le prochain numéro. Mon invité sera l'ancien sénateur Bruno Gilles. À bientôt.